Au début du XIVe siècle, le royaume de France est l'un des plus puissants d'Europe, une nation riche, centralisée, redouté pour son armée et son influence politique. À sa tête, un roi qui impressionne ses contemporains, Philippe IV, dit Philippe le Bel. Grand, austère, impitoyable lorsqu'il le juge nécessaire, il domine son époque. Sous son règne, la monarchie capétienne atteint un niveau d'autorité presque absolu. Les finances sont rigoureusement contrôlées, les réformes administratives sont nombreuses, et la justice royale s'impose au détriment des grands seigneurs. La dynastie capétienne, qui règne depuis Hugues Capet en 987, semble solidement ancrée. Et pour garantir l'avenir du royaume, Philippe le Bel a ce que tout souverain désire: plusieurs héritiers mâles, Louis, Philippe, Charles et Robert. 4 fils destinés à assurer la continuité de la lignée. Mais Robert meurt en bas âge, comme beaucoup d'enfants du Moyen-Âge. Il n'en reste que 3 garçons qui, en théorie, devraient faire de Philippe le Bel le fondateur d'une longue descendance royale. Pourtant, l'histoire va prendre un tournant brutal. En moins de 15 ans, les 3 héritiers survivants, les 3 princes devenus rois tour à tour, vont tous disparaître prématurément. Et avec eux, c'est toute la dynastie capétienne directe qui va s'éteindre. Une extinction fulgurante, entièrement attestée par les chroniques, les registres de chancellerie et les actes officiels. Une série de morts si rapprochées, si soudaines, qu'elles ont profondément marqué les esprits de l'époque. Mais avant d'en arriver à cette succession de drames, tout commence avec un scandale retentissant qui éclate en 1314, l'affaire de la tour de Nesle. Ce scandale, on le connaît grâce aux documents judiciaires du temps. Il ne s'agit pas d'une légende, ni d'un récit romancé. On retrouve les aveux, les interrogatoires, les sentences. 3 belles filles de Philippe le Bel, Marguerite de Bourgogne, épouse de Louis, Blanche de Bourgogne, épouse de Charles, et Jeanne de Bourgogne, épouse de Philippe, sont accusées d'entretenir des relations adultères avec 2 frères chevaliers, Philippe et Gauthier d'Aunay. Les 2 hommes sont arrêtés, torturés, forcés d'avouer. Les chroniques décrivent des supplices atroces: pierres, étirements, brûlures. Sous la douleur, ils confessent tout. Le verdict tombe. Ils sont condamnés à mort et subissent une exécution d'une brutalité extrême, leur corps mutilé pour servir d'exemple. Pour les princesses, les conséquences sont terribles. Marguerite et Blanche sont emprisonnées dans des conditions très dures. Jeanne, elle, parvient à sauver sa tête grâce à l'intervention de son mari, mais son nom reste entaché. Ce scandale n'est pas un simple potin royal. Il fracture la famille, il détruit la confiance entre les frères, il ridiculise la monarchie, et il va peser lourd sur le destin de chacun. Philippe le Bel meurt en novembre 1314, épuisé par les tensions politiques et par les conflits avec le pape et les Templiers. Son fils aîné, Louis, monte sur le trône sous le nom de Louis X, dit le Hutin. Louis est jeune, impulsif, pas toujours très stable. Son règne commence dans la défiance. Son épouse Marguerite, impliquée dans l'affaire de la tour de Nesle, croupit en prison. Elle meurt peu avant le sacre de Louis, selon les chroniques, étouffée dans son lit, sans que l'on sache très bien si c'est un meurtre déguisé ou une mort naturelle dans des conditions inhumaines. Louis se remarie rapidement avec Clémence de Hongrie afin d'assurer une descendance légitime. Mais Louis X n'a pas le temps de reprendre en main le royaume. En juin 1316, il participe à un match de jeu de paume, un sport très populaire. Après l'effort, il boit un grand verre de vin froid, tombe malade et développe une forte fièvre. Les textes officiels parlent d'une fièvre putride. Les spéculations sur un éventuel empoisonnement circulent encore aujourd'hui, mais aucune preuve, même dans les archives, ne permet de le confirmer. Les médecins médiévaux, impuissants, assistent à l'agonie du roi. Louis X meurt après seulement 18 mois de règne. Le royaume est plongé dans une situation unique. La reine Clémence est enceinte. Tout dépend désormais de cet enfant à naître. Pendant plusieurs mois, la France vit dans l'attente, suspendue au ventre d'une femme. En novembre 1316, Clémence met au monde un fils, Jean. Il est immédiatement proclamé roi sous le nom de Jean Ier, dit le posthume. Mais le miracle ne dure pas. 5 jours après sa naissance, Jean Ier meurt soudainement. Sa mort est attestée par les registres officiels et confirmée par les chroniqueurs. C'est un événement exceptionnel dans l'histoire de France. Un roi mort-né de facto ayant régné quelques jours seulement. Le trône revient alors au frère suivant, Philippe, comte de Poitiers. Il devient Philippe V, dit le Long. Plus réfléchi, plus posé que Louis, Philippe est un administrateur intelligent. Il réorganise les finances, prépare de nouvelles lois, tente d'apaiser les tensions. Il est celui qui, confronté au vide dynastique laissé par Louis X et Jean Ier, fait avancer l'idée qu'une femme ne peut pas transmettre le trône. Ce principe, encore oral et traditionnel, se transforme peu à peu en règle successorale,
et deviendra plus tard ce que l'on appelle la loi salique. Mais Philippe V, malgré son énergie, est frappé par le même sort que son frère. En janvier 1322, il est terrassé par une maladie foudroyante. Une forte fièvre l'abat en quelques jours. Les documents de chancellerie décrivent une mort soudaine et rapide. Plus grave encore, Philippe n'a pas de fils. 4 filles, mais aucun héritier mâle. Une fois de plus, la couronne passe au frère suivant, Charles, comte de la Marche. Il devient Charles IV, dit le Bel, comme son père. Charles est plus autoritaire. Il tente de maintenir l'ordre, mais il est confronté à des révoltes et à une météo catastrophique qui plonge le royaume dans la famine. Comme ses frères, il espère donner naissance à un héritier mâle. Il épouse successivement 3 femmes, Blanche de Bourgogne, emprisonnée après l'affaire de la Tour de Nesle, puis Marie de Luxembourg, morte dans un accident de char, puis Jeanne d'Évreux. Mais les grossesses se suivent et échouent. Finalement, en 1328, alors que Jeanne d'Évreux est une nouvelle fois enceinte, Charles tombe malade. Fièvre, douleur, faiblesse extrême. Il meurt à l'âge de 33 ans, avant la naissance de l'enfant. Quelques semaines plus tard, Jeanne accouche d'une fille. Pas d'héritier mâle, pas de successeur direct. La dynastie capétienne, qui régnait depuis plus de 3 siècles, s'éteint brutalement. 3 fils, devenus 3 rois successifs, morts jeunes, sans descendance masculine. Un 4e, mort enfant. Une extinction impossible à ignorer, d'autant plus qu'elle survient en un laps de temps extrêmement court, moins de 14 ans pour anéantir toute la lignée directe. À ce moment-là, la France est dans une situation inédite. Jamais un tel vide dynastique ne s'était produit. Les grands seigneurs, les juristes du royaume et les conseillers royaux se réunissent. Faut-il passer le trône à la fille de Louis X? Faut-il considérer la lignée féminine de Philippe le Bel? Peut-on reconnaître les droits d'un héritier étranger, comme le roi d'Angleterre Édouard III, petit-fils de Philippe le Bel par sa mère? La réponse de la cour de France est claire. Non, les femmes ne peuvent ni hériter du trône, ni transmettre un droit royal. Ce n'est pas encore une loi écrite, mais un principe affirmé avec force. C'est l'acte fondateur de ce qui deviendra la loi salique, un pilier de la monarchie française. Le trône revient donc au cousin des 3 rois morts, Philippe de Valois, fils du frère de Philippe le Bel. Il devient Philippe VI, premier roi de la dynastie des Valois. Ce choix politique, logique pour les Français, est vécu comme une trahison par Édouard III d'Angleterre, qui estime que ses droits, transmis par sa mère, sont supérieurs. Son ressentiment va nourrir des tensions durables entre les 2 royaumes. Quelques années plus tard, ces tensions explosent. Édouard III revendique ouvertement le trône de France. Et cette revendication marque le début d'un conflit gigantesque, la guerre de 100 ans. Cette guerre, qui va durer plus d'1 siècle, trouve sa racine directe dans l'extinction rapide des fils de Philippe le Bel. Sans ces morts rapprochées, sans l'absence soudaine d'héritiers mâles, sans ce vide dynastique, jamais la France et l'Angleterre ne se seraient affrontées dans un conflit aussi long, aussi meurtrier, aussi déterminant pour l'avenir des 2 nations. Les contemporains de l'époque ont cherché à comprendre. Les chroniqueurs parlent de fatalité, de châtiment divin, de punition pour l'affaire des Templiers ou pour le scandale de la Tour de Nesle. Mais les faits bruts, eux, sont attestés. Aucune des morts des fils de Philippe le Bel n'a été officiellement liée à un empoisonnement ou à un complot. Toutes évoquent des maladies soudaines, des fièvres, des infections brutales, fréquentes au Moyen-Âge. C'est la fragilité de la vie humaine, conjuguée à une série noire, qui a balayé la dynastie la plus stable d'Europe. 4 princes promis à la gloire, 4 destins brisés, 3 rois successifs, morts jeunes, laissant à chaque fois un royaume dans l'incertitude, un héritier mort au bout de 5 jours, une dynastie éteinte et une guerre centenaire qui en découle directement. L'histoire des 4 fils de Philippe le Bel n'est pas une légende noire, c'est un fait historique, documenté, vérifiable et pourtant presque irréel, tant il semble improbable. Une suite de drames qui ont redessiné l'Europe médiévale, transformé la monarchie française et plongé 2 royaumes dans un siècle de guerre et de ruines. Si cette histoire t'a surpris par sa violence, sa rapidité et ses conséquences, alors ne quitte pas maintenant. Il reste encore tant d'événements réels, oubliés ou déformés, qui ont façonné la France médiévale. Si tu veux découvrir la vérité sur l'affaire de la Tour de Nesle ou comprendre comment la mort de Charles IV a ouvert la route à la guerre de 100 ans, dis-le dans les commentaires. Et surtout, abonne-toi à Les coulisses de l'histoire. Ici, chaque semaine, tu découvres des récits 100% réels, tirés des archives et racontés sans filtre. Active la cloche pour ne rien manquer. Et si tu veux aller plus loin, regarde maintenant la prochaine vidéo qui s'affiche. Tu vas tomber des nues.